Salut à vous, fiers métalleux. L'année 1986 est riche et mémorable. C'est une année qui a connu quand même quelques-uns des plus grands albums de la scène métal. Que vous soyez passionné ou amateur, cultivé ou novice, cette année résonne dans votre cœur pour tout ce qu'elle a apporté. Et je préfère vous prévenir tout de suite, je ne parlerai pas ni de Raining Blood, ni de Master of Puppets, parce que c'est des albums que vous connaissez tout aussi bien, voire mieux que moi. Générique. Et oui, l'année 1986 flamboie, comme le dit l'intro, elle resplendit pour toute la quantité d'albums qui ont marqué l'histoire indéniablement. Cependant, pour marquer l'histoire, on peut aussi faire le choix de sortir un album qui va plutôt décontenancer toute sa fanbase. Par exemple, effectivement, c'est à Judas Priest qu'on doit cet album au relent plutôt étrange et aux avis mitigés, des mots qu'on n'a pourtant pas l'habitude d'entendre en général quand on parle de Judas Priest. Et le premier titre, Turbo Lover, ne nous donne pas raison de critiquer cet album, parce qu'il est plutôt efficace et reste dans ce qu'on avait l'habitude d'entendre, même s'il y a un petit peu plus de synthé qu'à l'accoutumée. Non, il faut attendre que passent quelques titres pour commencer à entrevoir ce petit quelque chose qui nous dérange. Un petit je ne sais quoi, un peu trop, peut-être de paillettes, ces coiffures un petit peu plus bouffantes, cette curieuse absence de cuir et d'acier qui débordait pourtant autrefois des compos du groupe jusque dans nos oreilles. En effet, je crois que Judas Priest tourne au FM. Cela dit, calmons-nous, hein. On n'écoute pas du Poison non plus, loin de là, hein. Mais force est d'admettre que l'aspect heavy de Judas Priest laisse une part de sa place à un hard FM tout à fait d'époque. En témoignent ces orchestrations synthétiques bien plus présentes et une ambiance généralement plus hybride qu'auparavant. Bon, le morceau que vous écoutez actuellement est le plus typé hard FM de l'album, donc tout le reste n'est pas à ce niveau-là. Mais il fallait que vous vous en rendiez compte, ça, et la pochette de l'album en dit long aussi, je trouve. Donc oui, dans le combat qui oppose le thrash en pleine gloire et le glam très médiatisé, on peut dire que Judas a choisi son camp. Mais ça ne veut pas dire que l'album est mauvais, bien au contraire. Vous serez juste surpris de l'entendre, quoi. Mais en soi, il constitue un album de plutôt bonne qualité, avec sa dose de refrains fédérateurs et d'ambiance festive. Il faudra donc faire un petit effort d'adaptation en écoutant cet album pour l'accepter tel qu'il est, et après ça passe beaucoup mieux. En soi, c'est juste un état d'esprit un petit peu niais et coloré à adopter, en somme. Par contre, si cet état d'esprit et cette pétillance ne vous conviennent pas, j'ai autre chose pour vous. On a vu les premiers pas du Doom dans l'émission précédente, notamment avec Pentagram, mais en 86, c'est Candlemas qui vient donner un bon gros coup de pied dans la fourmilière du genre, avec son premier album, Epicus, Doomicus, Metallicus. Le tempo est lent, les riffs sont noirs et lourds, et une ambiance de vieux film d'horreur démoniaque règne en maître ici. Et c'est assez courageux de faire ça en 1986 parce que, pour vous replacer un petit peu dans le contexte, on est en pleine ère du trash qui fait la course à qui ira le plus vite et qui sera le plus énervé. Il faut quand même être assez sûr de soi pour sortir un machin comme ça à ce moment-là. Mais c'est un coup réussi puisque l'album est désormais légendaire, complètement culte. Candlemas s'est inspiré des morceaux les plus sombres des anciens de Black Sabbath, pour les accentuer et y apporter ce côté dépressif qu'on accole désormais automatiquement au Doom. Et pour cause, puisque maintenant tout le monde s'inspire de Candlemas, c'est eux les anciens maintenant. Cependant, cet album n'est pas que Doomicus, il est aussi Epicus, et ça c'est surtout du fait du chant, pas encore tenu par le célèbre Messiah Marcola,
mais qui offre quand même des lignes très mélodiques, autant dans les graves que dans les aigus, voire même les très très aigus. C'est une véritable complainte mêlée d'invocations et de prêches désespérés. C'est l'album qui tient désormais le titre de fondateur du genre. Alors même si le Doom existait bien avant cela, c'est avec Epicus Doomicus Metallicus qu'il réapparaît sur le devant de la scène, plus sombre, plus triste et plus noir que jamais. Mais assez de malédictions, assez de corbeaux, assez de tombeaux, on est quand même à l'heure du trash, et même si on se souvient principalement des grands de la scène américaine, ils sont pas les seuls à se lancer dans l'aventure à ce moment-là, et surtout avec succès. En effet, on nommait souvent le rôle de la scène trash allemande et de son Big Four of Teutonic Trash. Pourtant, elle est presque aussi ancienne que celle des Américains, et les Germains ne se sont pas gênés pour nous sortir des masterpieces qui résonnent encore dans les locales de répète actuellement. Alors on ne peut pas trop compter sur Sodom cette année-là, avec son Obsessed by Cruelty assez oubliable, cependant on a quand même Pleasure to Kill de Creator, un album d'une brutalité remarquable pour l'époque, et ce, même en comptant la sortie de Raining Blood. Alors la maîtrise technique est peut-être pas encore impeccable, loin de là même, mais avec une fougue, une énergie et une hargne pareille, cet album peut définir le trash en une seule image. Ici, c'est clairement la qualité des riffs qui est à noter. Ils sont tous mémorables et assez efficaces pour qu'on s'y pète la nuque en s'en donnant à cœur joie. Appuyé par une batterie apocalyptique qui résonne dans tous les sens comme le veut la tradition, mais qui a comme défaut de rendre certaines parties assez illisibles. Mais au final, ça importe assez peu. Le mixage est clairement pas optimal, mais ça ajoute à l'ambiance et aujourd'hui, c'est un peu la marque d'un petit côté vintage des années trash 80. Un peu à l'instar du Seven Churches de Possessed. D'ailleurs, parlons-en. On a vu un petit peu l'influence que Possessed aura sur la future scène Death, mais ce serait un oubli fâcheux que de ne pas penser à Pleasure to Kill. Le son violent et chaotique à l'extrême n'y est certainement pas pour rien. Dans les prochains albums, admettons Slowly We Rode de Obituary, ou encore Scream Bloody Gore de Death par exemple. Les Allemands sont finalement plus influents qu'on ne le croit, et ça n'inspirera pas que les groupes américains puisque cette même année sort Morbid Visions de Sepultura. Alors Sepultura, c'est un groupe qu'on considère un peu à tort selon moi comme du trash dans leur début. Mais essayez d'écouter Morbid Visions et d'identifier le style. Pour moi, ça se rapproche plus de quelque chose un peu entre le death du début et le black de la deuxième vague. Moi, c'est ce que je comprends. En cela d'ailleurs, c'est assez précurseur. Ça tape à 200 à l'heure, les guitares sont déchaînées et suraiguës, le chant est guttural, le tout est un chaos constant qui démontre d'ailleurs d'une violence inégalée pour l'époque. Ça tient la tête à un Slayer sans problème de ce point de vue-là. D'ailleurs, pour comprendre un peu ça, il faut se remettre dans le contexte géopolitique de l'époque. Alors, je vais pas faire le prof d'histoire géo Wikipédia, mais au Brésil, en 1986, on sort tout juste d'une époque de dictature, où le pays était mené d'une main de fer par l'armée. Et une dictature, c'est jamais bien fun, et c'est plutôt lourd à porter comme mode de vie. Alors autant vous dire que quand le pays tout entier s'est vu libéré de ce fardeau du jour au lendemain, l'énergie a pu fuser dans tous les sens, et musicalement, ça se traduit par l'avènement de la scène métal brésilienne, dont Sepultura est le principal représentant. Ajoutons à cela que tous les membres du groupe avaient pas loin de 15 balais à ce moment-là, et qu'en général, dans cette période-là de la vie, on n'est pas les derniers à vouloir gueuler sa colère sur tous les toits, et plus c'est destructeur, mieux c'est. Il faut se mettre dans la tête que cet album exprime toute la rage, toute la haine que des jeunes opprimés ont été contraints de contenir pendant des années et qui d'un seul coup explose.
Musicalement, ça se ressent, c'est un concentré d'agressivité et de vitesse. On remarque aussi des passages un petit peu plus lents, comme sur le mythique Troops of Doom, le titre est révélateur, mais ça n'en est pas moins dévastateur et terrifiant. Même si le contexte politique joue un rôle majeur dans l'effusion de ce groupe, ça ne transparaît pas tant que ça dans les lyrics, ou en tout cas on pourrait le croire au premier abord. Ça parle beaucoup de guerre, de religion et de blasphème notamment, alors c'est très black metal dans l'attitude, mais si on considère que le régime politique imposait la religion catholique, on peut comprendre qu'en signe de rébellion, Sepultura retourne ses croix. Autant dire que les concerts du groupe, à l'époque, ça devait être quelque chose. Personnellement, j'ai seulement eu la chance de voir un groupe de cover qui ne jouait que des morceaux des premiers albums, et déjà ça, c'était putain d'efficace. Cet album est encore facilement trouvable, notamment dans une réédition qui ajoute l'EP Bestial Devastation, sorti l'année précédente. Si vous n'êtes pas allergique aux prods amateurs, ne vous privez pas de ce bijou qui contient notamment son lot de titres cultes, avec en tête de file le fameux Troops of Doom, justement. Aussi, je vous pousse à avoir la curiosité d'écouter tous les albums cités dans cette vidéo. S'ils y sont, c'est qu'ils valent le coup. D'ici le prochain épisode, ça vous laisse le temps. Moi, je repars en vacances et je vous dis à plus.